Bonjour à tous et à toutes. Je suis Clotilde Champetier, je suis déléguée générale adjointe d'Oré et j'ai le plaisir d'animer cette conférence qui va être introduite en poésie par Estelle Penin, qui est donc artiste et poétesse. Estelle, je vous laisse la parole. Bonjour. Je viens d'un monde où la rivière sait parler, où la forêt n'est pas ressource, mais sacrée, où j'entends battre le cœur de la terre, cet écho du logis, ce temple vivant que l'on oublie trop ici. Je viens d'un monde où les forêts ne sont pas des stocks à carbone, sans fin. Elles sont mères, anciennes, maîtresses de notre destin. Les océans ne sont pas que plastique et courant. Ils portent nos chagrins, nos vœux d'antan. Je viens d'un monde où la nature est mémoire, pas juste oxygène. Elle respire nos pensées, nos haines, nos peurs et nos peines. Elle trie aussi le bon grain de l'ivraie. Elle élague quand l'humain se perd dans ses plaies. Je ressens ce monde où la terre est vivante. Elle danse, nettoie les excès dans une lutte permanente. Et parfois, à trop peu la respecter. Elle soigne, elle coupe, elle vient réveiller. Je rêve d'un monde où protéger n'est pas juste slogan ou bannière, non, mais veiller, honorer, car c'est la lumière. Préserver, ce n'est pas figer l'horizon, non. C'est semer demain dans chaque action. Mais je vis dans un monde où l'on dit « trie ton plastique et ça ira ». Mais la terre ne se sauve pas à coups d'éclat. Pas de bague jaune pour l'âme abîmée. Pas de compost pour la conscience emmurée. Non. Nous vivons dans un monde qui classe nos ordures en couleurs. Mais beaucoup de nous oublions de trier nos colères et nos peurs. Seulement quelques pourcents de déchets sont vraiment recyclés. Par contre, 100% de nous pouvons encore aimer. Nous vivons dans un monde voulant sauver la terre aimée. Mais la terre est-elle en danger d'exister? C'est nous, ces enfants déconnectés, qui risquons de ne plus y être invités. Nous vivons malheureusement dans un monde où l'enfant grandit trop derrière un écran, où le monde est rétréci à ce qu'il voit dedans. Le vivant semble trop lent pour la vitesse folle de nos âmes connectées au virtuel. Cela m'affole. Nous vivons dans un monde où l'on peut recycler nos bouteilles, mais aussi nos croyances. Alors allez, on s'émerveille. L'écologie ne vit pas dans les normes. Elle respire dans les corps et dans les consciences qui se transforment. Nous vivons dans un monde où la nature est richesse ultime, plus sacrée que l'or, plus haute que les cimes. C'est le souffle, c'est l'eau, c'est la peau du vivant, ce qu'on emprunte à nos propres enfants. Nous vivons dans un monde où la nature n'aurait jamais dû quitter nos foyers, mais l'oubli dans les cités nous a désancrés. Nos âmes blessées cherchent à s'y relier, à retrouver l'essence, le sacré, oublié. Nous vivons dans un monde où l'héritage que nous laissons à nos enfants commence quand on regarde autrement, quand chaque choix devient engagement, quand on crée en reliant les vivants et les éléments. Nous vivons dans un monde qui se consume au reflet des écrans et l'humain, endormi, trahit souvent le vivant. Voulons-nous vraiment d'un monde où l'héritage qu'on laisse ne s'écrit pas en slide, mais en promesse?
dans chaque mot libre. Dans la poésie, une flamme peut renaître. La vie nous appelle, allumons la clarté. Alors merci aux femmes, merci aux hommes qui brisent l'obscurité. Vous réinventez les logis du vivant, en semant l'espoir dans l'instant présent. Alors levons les yeux, levons les cœurs. Derrière le greenwashing, la vraie lueur, ce n'est pas de changer le monde qui nous sauvera. C'est déjà d'aimer la vie en nous. Un premier pas. Alors chantons la nouvelle terre verte, mais aussi lumière, un chant vibratoire qui éclaire la matière. Et aucun tri ne pourra nous y mener sans le tri de nos cœurs et sa vérité. Vivons dans un monde où nous aimons, nous protégeons, où honorer n'est pas un mot vain, c'est un acte, un cri, un chemin. Et si demain, nos enfants marchent ici en paix, c'est parce qu'on aura su enfin respecter les vivants et aimer. Alors pour conclure, je dirais à nos amis qui vont nous accueillir, mais déjà à vous, Clotilde Champetier, voix du futur radiant, porteuse de l'éthique dans un monde frémissant, que votre force guide dans l'ombre du progrès des actions humaines qui au climat s'engagent avec fierté. Merci. À Isabelle Spiegel, gardienne du vivant, chargée de porter l'élan environnement, que votre souffle inspire au sein de Vinci une ambition juste où la terre grandit. À Catherine Lagneau, guide du BRGM, dont la vision éclaire les sols et les systèmes, puisse votre œuvre porter avec juste ardeur un avenir vrai, fertile et viable, la science au service d'un futur porteur. À Philippe Biwix, bâtisseur de demain, que vos œuvres nourrissent un juste chemin, un monde durable, respecté, équitable, fertile et viable aussi. Et enfin, à François Bonnet, gardien des bois sacrés. Mon Dieu que c'est important, à l'office vivant où la forêt est louée, puisse votre veille, fidèle et fière, protéger les arbres, nos temples de lumière. Alors, à nous tous de jouer au jeu de la vie. Quel privilège d'être vivant! Alors à nous, les amoureux du vivant, je nous dis merci. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, oui, ça y est. Merci beaucoup, Estelle, pour cette introduction, tout en émotion. J'ai le plaisir d'appeler à me rejoindre Philippe Biwix. Vous êtes, directeur général de l'AREP. Isabelle Spiegel, vous êtes directrice environnement de Vinci. François Bonnet, vous êtes directeur général adjoint de l'ONF. Et Catherine Lagneau, vous êtes présidente directrice générale du BRGM. Rebonjour à tous et toutes, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Merci d'être ici, merci d'être aussi présents, aussi nombreux, pour cette conférence dont le titre annonce d'emblée les enjeux. Héritage en péril, protéger nos ressources pour les générations futures. Nous le savons, nous le vivons, notre modèle de développement exerce une pression croissante sur les ressources. Effondrement de la biodiversité, raréfaction des ressources en eau, épuisement des sols, et j'en passe. Ce qui était des alertes est à présent des réalités concrètes dans nos vies, qui affectent nos filières, nos territoires et nos existences. Donc les constats sont assez clairs, et ce que je vous ai proposé quand on a préparé cette table ronde, c'est qu'on n'y passe pas trop de temps sur ces constats. On va quand même faire un petit tour de piste, histoire de bien se rappeler de quoi on parle. Mais l'idée, c'est de se rappeler que l'avenir n'est pas écrit. Il dépend des décisions que nous prenons, ici, maintenant, ensemble. Et changer nos usages, oser la sobriété, penser des nouveaux modèles économiques, ça demande à la fois une vision long terme,
d'accepter de se décaler par rapport aux postures que l'on connaît. Ça demande aussi de la cohérence et ça demande du courage. Et c'est l'ambition de cette discussion, de mettre en lumière les leviers concrets de la transformation. Rien que ça. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Donc voilà, pour compléter cette introduction, je vous propose de faire un petit tour de table pour, en une phrase, nous partager l'enjeu que vous considérez comme le plus critique aujourd'hui en termes de préservation des ressources naturelles. Je vais commencer par vous, Catherine, qui êtes le plus loin de moi, si ça vous va. Alors, j'avais pas eu le cadre en une phrase. Bon, voilà, c'est une phrase. On sait que c'est un cadre très flexible, cette conférence. Merci beaucoup. Simplement pour rappeler d'abord que le BRGM et le Service géologique national, il adresse l'ensemble des enjeux du sol et du sous-sol, qui sont bien sûr un enjeu extrêmement important dans un contexte de changement climatique, puisque c'est là qu'on vit. Et c'est là aussi qu'on peut ressentir des conséquences très fortes du changement climatique en termes de risques naturels en particulier. On parle beaucoup du retrait-gonflement des argiles, on parle beaucoup de l'érosion côtière, des mouvements de terrain, d'effondrement. Bien entendu, tous ces enjeux-là sont cruciaux pour notre vie quotidienne et pour l'héritage qu'on donnera à nos enfants. En tout cas, de trouver des solutions pour qu'on puisse continuer à vivre sur le socle de notre souveraineté, de notre pays qui est notre sol et notre sous-sol, est bien sûr un enjeu fondamental. Mais ce n'est pas celui-là que je voulais mettre en avant tout de suite, parce que dans le sol, il y a aussi une ressource extrêmement importante pour nous tous, pour la vie, c'est l'eau. Les eaux souterraines, c'est 2/3 de notre eau potable aujourd'hui. C'est aussi dans l'eau et dans les eaux souterraines que finissent toutes nos pollutions. Bien sûr, on parle aujourd'hui beaucoup des PFAS, ces polluants éternels. C'est là qu'ils sont stockés, qu'ils se diffusent, qu'ils ne disparaissent pas. Mais il ne faut pas oublier que les pollutions aujourd'hui les plus importantes des eaux souterraines restent les nitrates, les pesticides et toutes ces conséquences de l'activité humaine. Et je n'en dirai pas plus. Merci. Merci à vous, Catherine. Oui, François, je vous propose de poursuivre. Alors, au-dessus du sol, il y a la forêt qui se développe. J'aurais été déçue si vous n'aviez pas parlé de ça. C'était bien organisé. Et la forêt est, on le sait tous, essentielle à la vie de l'homme sur Terre, au travers de tous les services qu'elle apporte à l'humanité. Le rôle de l'ONF en France, c'est d'assurer la transmission d'un patrimoine hérité d'une très très longue histoire. On a notamment le rôle d'assurer la conservation et la gestion de forêts issues du domaine royal, parfois, qui a une histoire qui remonte à Philippe Auguste, Philippe le Bel, et que nos prédécesseurs ont réussi avec persévérance à transmettre, malgré les vicissitudes de l'histoire, malgré les guerres, et à reconstituer et à transmettre ce patrimoine exceptionnel dont bénéficient les Français. Et aujourd'hui, notre enjeu principal, c'est celui de la menace majeure que représente le changement climatique sur les forêts. On a différentes pressions sur les forêts qui s'exercent, mais depuis, je ne vous aurais pas dit ça il y a 6 ans, mais depuis 2018, on a connu une bascule et les forestiers vivent au quotidien une transformation accélérée des écosystèmes dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer, parce que l'ONF s'occupe aussi des forêts dans les territoires d'Outre-mer, qui est assez préoccupante, qui est très accélérée, avec des dépérissements, des dégradations d'écosystèmes qui se traduisent par un certain nombre d'indicateurs sur lesquels on pourra revenir. Et donc l'enjeu pour les forestiers, c'est de travailler à cette transmission, c'est notre défi, c'est notre raison d'être, mais dans un contexte qui est compliqué et perclus d'incertitudes, et on verra quelles solutions sur lesquelles on travaille pour essayer d'être à la hauteur des défis qu'avaient su relever nos prédécesseurs. Alors la question n'est pas simple parce qu'on a explosé plusieurs des limites planétaires, une majorité, donc en réalité, après le carbone, et il faut largement qu'on continue à s'occuper de ce sujet-là et des enjeux climatiques. Je dirais qu'évidemment, on a les ressources minérales, les écosystèmes et l'eau. Et donc, si je regarde, moi, dans le domaine de la construction, les ressources, 100 milliards, pris à la planète à peu près de tonnes chaque année, il y en a à peu près moitié, 40-50%, c'est pour les métiers de la construction, des infrastructures et du bâti. Donc, OK, on a un premier enjeu évident, c'est bien de faire boucler la circularité le plus profondément possible.
L'eau, je suis complètement d'accord. C'est sans doute un des sujets sur lequel voilà, c'est en train de nous revenir à la figure de façon extrêmement forte. On est à plus de 3,5-6 milliards, je crois, d'habitants qui connaissent déjà des pénuries d'eau sur la planète. On sera bientôt à 5. Donc, en gros, c'est effectivement l'accès à l'eau. Et si je regarde les écosystèmes, 55%, je crois, du PIB mondial dépend des services écosystémiques. C'est même plus pour la partie européenne. Donc, en gros, voilà, il y a un risque d'effondrement non seulement de la biodiversité, mais aussi d'une partie de notre modèle économique actuel. Donc, je dirais que c'est ça dont on est en train de parler. Donc, effectivement, il faut vite qu'on se projette sur les solutions pour ne pas avoir le moral trop en berne trop longtemps. À moi, du coup. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Alors, moral en berne, je fais juste, effectivement, c'est le constat, là, donc c'est la minute de constat, très bien. Donc, effectivement, j'avais laissé le couleur de nage des ressources minérales à Catherine, mais voilà, donc c'est 100 milliards de tonnes, effectivement, 50% pour la construction, mais aussi 3/4 qui sont du stock, on pourrait dire, alors qu'il peut être immense. On ne va pas avoir de problème de calcaire, d'argile pour faire des briques, etc. Mais il y a des ressources qui peuvent être plus rares, et donc la question de savoir ce qu'on sort aujourd'hui, qu'est-ce que ça sera pour les générations futures. Mais j'avais envie de faire un micro-éclairage, et alors là, sur un autre sujet. C'est en fait, oui, on peut avoir un sujet de ressources, de préservation des ressources, donc c'est les sources, mais il y a aussi la question des puits. Donc sources et puits, d'accord, donc c'est où est-ce qu'on prélève et où est-ce que ça finit. L'atmosphère est un puits, est un puits de carbone, donc ça pose le sujet climatique. Bon, la forêt peut être aussi un puits de carbone, les sols, etc. Mais si on regarde bien, en fait, ces 100 milliards de tonnes qu'on extrait, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, on les transforme, on les processe, on les cuit, on les combine, on les mélange, on les catalyse. Et on crée effectivement des petites molécules un peu bizarres, tout à fait désagréables. Et alors quand on dit le futur n'est pas écrit, ça dépend ce qu'on fait. Hélas, si un bout du futur est écrit, quoi. Alors évidemment, plus on prend des décisions rapides, sur le climat, évidemment, c'est le coup parti et la question de l'adaptation. Mais sur une des limites planétaires qui est effectivement l'introduction de nouvelles entités, je crois que ça s'appelle comme ça, donc finalement on peut appeler ça la pollution généralisée pour simplifier. C'est juste hallucinant ce qui se passe. Il y a effectivement l'épiphase, donc les organofluorés, on a aussi les organochlorés. Maintenant on sait qu'il y a du cadmium dans les sols parce qu'à force d'avoir amendé, et on continue, dans les phosphates, il y a un peu de cadmium dans les mantraces, donc si vous aimez les cornflakes au chocolat, faut que vous soyez assez lourd par rapport à la quantité que vous prenez pour respecter le nombre de microgrammes recommandés par les autorités sanitaires. Les microplastiques, il pleut littéralement des microplastiques, d'accord, il pleut des pesticides, il pleut de tout, même des molécules qui ont été interdites il y a des dizaines d'années. On ne sait pas trop pourquoi elles sont dans les nuages. On a découvert ça cet été. Là, il y a une étude franco-italienne qui sort. Sans doute parce qu'on les pompe dans les nappes phréatiques et qu'on irrigue, et qu'ensuite ça s'évapore. Donc voilà, donc on a quand même cet enjeu-là de gigantesques coûts partis. Et donc la question des ressources, c'est une question de préservation, sans doute pour les générations futures, mais c'est aussi une question de fermer le robinet par rapport à ces puits, à ces processus d'accumulation généralisés dans l'ensemble des écosystèmes, les sols, les océans, etc. Merci beaucoup à tous les quatre. Non, Isabelle, la question n'est pas simple. Je sais. Et voilà, je pense que c'est important pour la suite de nos discussions. On sait que la question n'est pas simple. Et je vais vous poser des questions volontairement les plus simples possibles. Enfin, je vous ai adressé des questions les plus simples possibles parce que cette question est éminemment complexe, éminemment systémique. Et que personnellement, je suis convaincue que c'est en reliant intelligemment des solutions isolées et en les faisant passer à l'échelle qu'on ne réécrira pas une histoire puisque le passé est ce qu'il est, mais qu'on améliorera peut-être un petit peu les ressources de nos générations futures. Donc, je vais vous proposer un échange en 3 temps. Un premier temps autour des solutions. Qu'est-ce qui existe déjà? Qu'est-ce que vous connaissez dans vos organisations ou ailleurs? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec notre public? Qu'est-ce qui fonctionne? C'est un peu le premier tour de questionnement que je vous ai adressé. Isabelle, est-ce que tu serais d'accord pour commencer?
Je vais commencer par la minute promo. Ken est dans la salle. Ken Guilto d'EPE, Entreprise pour Environnement. Il a quelques exemplaires pour vous. Il a un QR code pour que vous puissiez le télécharger. On a sorti ça, c'est Entreprise pour Environnement, en juin cette année. La sobriété, moteur de transformation des entreprises. Pendant 3 ans, dans la commission changement climatique au départ de PE, on a travaillé ce sujet de la sobriété. Donc, quand on l'a démarré il y a 3 ans, c'était un sujet beaucoup plus émergent qu'aujourd'hui. Et vous avez là à peu près 40, enfin plus d'une quarantaine en fait, de cas concrets en entreprise. Alors ça parle de sobriété énergétique, oui, ça parle de sobriété matière, ça parle de sobriété foncière et ça parle de nouveaux modèles, c'est-à-dire économiques, autour de l'économie de la fonctionnalité, au cours du collaboratif, du territorial, etc. Donc voilà, je dirais, ici on a déjà un certain nombre de solutions qui sont reprises, qu'il faut porter à l'échelle. Hein. Mais je crois qu'on y viendra aussi dans la suite. Moi, j'ai envie peut-être de vous dire, témoignage sur un acteur comme Vinci, comment on bouge à partir du moment où on est responsable, notre secteur d'activité, en tout cas de 50% des ressources qu'on extrait de la planète. Alors c'est du minéral, mais effectivement, ça veut dire qu'il va falloir avoir une démarche un peu sur tous les fronts. D'une part, ça veut dire que des sites d'extraction, donc voilà, on extrait, on a des carrières. Les sites d'extraction, de plus en plus, ils se transforment en plateformes de recyclage. Il faut qu'on soit capable de booster la quantité de recyclage qu'on met sur le marché, effectivement de boucler la boucle. Et ça, c'est une démarche, par exemple, Granula Plus. Donc, en France, sur nos quasiment 200 plateformes, il y en a 150 qui sont ancrées dans cette démarche de recyclage. Après, c'est de dire qu'il faut qu'on pousse le curseur le plus loin possible. Et donc, par exemple, il y a quelques années déjà, hein, il y a 7-8 ans, on a fait une portion d'autoroute en 100% recyclée. On dit qu'il faut qu'on aille au fond des choses et qu'on comprenne économiquement combien ça coûte, techniquement, s'il faut faire plus de maintenance, etc., on sera présent. Donc on l'a fait chez Vinci Autoroute parce qu'on exploite et on est présent sur la durée. Et en réalité, l'optimal plutôt technique, économique et environnemental, parce qu'on a fait des analyses du cycle de vie, etc., là-dessus, il est plutôt entre 50 et 70% de recyclé. Mais dans les métiers de la route, aujourd'hui en France, c'est à peu près la moyenne d'incorporation de recyclé à peu près à 25%. On passe à 70, on a encore une petite marge. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de démultiplier. Et on continue à tester des démarches, des systèmes, etc. Parce que par exemple, on a dû aussi faire face à un défi qui est de dire si c'est recyclé, c'est que c'est moins cher. Parce qu'il y a un risque de moins bonne qualité, etc. En tout cas, perception par nos clients. Donc, à un moment donné, on a sorti aussi une approche, offre marketing qui s'appelle OGO, qu'on a sorti il y a 2 ans, qui est de dire on ne vous dit plus si c'est recyclé ou pas, mais laissez-nous faire du matériau performant et local. Donc en gros, si on a de la déconstruction à côté, etc., des terres excavées, on va incorporer plus de recyclés. Si on n'en a pas, effectivement, on fait avec du mix vierge. Et ça nous a permis d'augmenter. Sur cette offre-là, on était en gros à 30% de recyclés, donc on est déjà un petit peu au-dessus du marché. On est passé à presque 40% de recyclés en 2 ans, sans plus dire aux clients que c'est du recyclé, en fait. Donc c'est intéressant de voir cette dynamique pour démultiplier. C'est la dynamique que je dirais que j'appelle les points sur la carte. Il faut déjà rendre possible le recyclé. C'est un peu comme le papier. Hein. Aujourd'hui, on ne sait plus quelle est la part recyclée ou pas. Et puis par contre, oui, on va sortir bientôt une offre qui est de dire là, c'est le minimum tant % de recyclé pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc je dirais qu'il faut montrer techniquement, mais il faut montrer aussi dans le faire savoir, faire connaître, faire accepter ces solutions-là, qu'on est tous au rendez-vous et qu'on y arrive dans cette approche intégrée et globale. Merci beaucoup Isabelle. Et puis je pense que tu vas nous reparler de certaines de ces solutions pour la suite. François, je vous propose de poursuivre. Alors, je témoigne de l'expérience de l'ONF. L'exploitation de la forêt, c'est d'abord l'exploitation de la ressource bois. Il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, avec des politiques de sobriété ou de substitution, la forêt se retrouve un peu sous pression, ce qu'elle est à la fois une solution, mais les substitutions aux énergies fossiles, aux matériaux fossiles, conduisent à se retourner vers la ressource forestière. Alors que la ressource forestière, aujourd'hui, elle est en peine. L'ONF, qui approvisionne 40% de la filière bois en France hexagonale, a vu sa récolte de bois dans les forêts qu'il gère, les forêts publiques, diminuer de près de 15% en 10 ans. Et pour une bonne et simple raison, c'est que la forêt elle pousse moins vite.
Ça, c'est très documenté. Hein. On a un accroissement des arbres qui a baissé en moyenne de 7% sur les 10 dernières années. La mortalité, elle augmente pour tous les facteurs directs ou indirects liés au changement climatique. Elle a doublé en 10 ans, la mortalité des arbres. Et du coup, la récolte, elle diminue, alors que la demande, elle a tendance à progresser. Donc il y a une attention à porter sur la préservation du principe même que portent les forestiers, de la gestion durable et soutenable, qui a été transmise au cours des siècles, de ne pas exploiter plus que ce que peut apporter la forêt. Et dans un contexte d'incertitude, comme on se le disait, où les forestiers ils gèrent sur un temps très long. Hein. Quand on régénère des chênes, ces petits chênes, ils vont pousser pendant plus de 200 ans. Donc aujourd'hui, on régénère des chênes en se disant, oulala, on a la confiance de se dire que dans 200 ans, le climat sera adapté pour ces chênes-là. Donc il y a plein d'incertitudes, il y a plein d'aléas. Ce qui fait l'incertitude aussi, c'est la multiplication des aléas. Les incendies, les tempêtes, les sécheresses, les dépérissements, avec des aléas qui sont très difficilement prévisibles, liés à l'émergence des ravageurs, des insectes, des champignons qui se développent grâce aux évolutions du climat. Et donc cette incertitude, elle nous oblige à refonder complètement nos schémas de gestion. Le schéma de la gestion forestière, qui a été fondé au début du 19e siècle, il était raisonné dans un contexte très stable, avec un système de planification, d'encadrement des actions, dans le cadre de plans de gestion qui avaient une durée de 20 ans. Donc on faisait un bilan, un état des forêts à un moment donné, et on a organisé une gestion pour préserver les capacités de production sur 20 ans. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a tellement d'incertitudes qu'il nous faut passer à autre chose. Et donc l'enjeu majeur pour les forestiers aujourd'hui, c'est de développer un monitoring en continu des forêts. On ne peut plus se permettre de faire un bilan tous les 20 ans. Tout va trop vite. Donc, du côté de l'ONF, on a développé des outils à la fois d'observation en continu des forêts grâce à des moyens de télédétection, de valorisation des images lidar haute définition, l'intelligence artificielle aussi qui a été mobilisée pour assurer ce suivi en continu et nous permettre de cibler mieux nos actions de gestion en continu en s'adaptant aux aléas qui se répètent et qui s'intensifient. Et par ailleurs, on a développé des outils un peu prédictifs pour essayer de voir comment les forêts pouvaient évoluer selon les différents scénarios du GIEC, pour pouvoir estimer les risques de dépérissement, les anticiper un peu pour pouvoir orienter les actes de gestion et les raisonner en fonction des risques climatiques qui pèsent sur les forêts. Et je dirais aussi, des préoccupations majeures actuellement aussi, c'est pour faire le lien avec le BRGM, c'est de préserver le capital sol, qu'on a un peu négligé, y compris en matière de gestion forestière, alors que les modes d'exploitation sont mécanisés avec des engins de plus en plus lourds. Et donc aujourd'hui, une des consignes, des orientations fortes, c'est de développer des modes d'exploitation à faible impact, ce qui nécessite de dialoguer avec les constructions d'engins, en tant que prescripteur, on peut essayer de le faire, même si les constructeurs d'engins ils sont beaucoup situés dans les pays du Nord, c'est un peu compliqué, et de mettre en place des règles très strictes de limitation du roulement des engins dans les parcelles forestières. L'ONF y est très attentif et a mis en place des dispositifs en lien avec l'ADEME pour relever ce défi de la préservation des sols qui constitue le capital productif de la forêt avec la biodiversité. Merci beaucoup François. Ce que je trouve intéressant notamment dans votre témoignage, c'est qu'on est à la fois sur des questions de préservation, protection des ressources, mais aussi des questions d'adaptation. Donc on combine les deux. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a un sujet d'agilité, puisque vous avez dû adapter. Et voilà, merci de me tendre la perche pour poser ce mot au sein de la conférence. Je pense qu'on va avoir besoin d'agilité dans les générations futures. Voilà. Et tant qu'on est sur les sols, je pense que vous avez aussi tendu une magnifique perche pour Catherine. Je vous laisse prendre la parole. Quelle serait les solutions qui vous font envie, vibrer, dont vous avez envie de nous parler? Merci. Alors je prends aussi la perche tendue par Philippe sur la question des ressources minérales néanmoins, pour en dire quelques mots sur les enjeux liés à ces ressources. Vous avez évoqué que la moitié de la matière qu'on sort de la terre sert à la construction, mais effectivement, on sort aussi de la matière pour construire tout
tout ce qui existe finalement sort de la Terre, et notamment pour faire face aux enjeux de la transition énergétique ou les enjeux de la transition numérique. On a besoin de sortir de terre de nouvelles ressources. Notamment, on peut penser évidemment aux terres rares, au lithium, au cobalt, etc. Enfin, toutes ces ressources dont on entend parler aujourd'hui. Et même, on dit que pour faire face à l'électrification de nos usages, on va avoir besoin de sortir plus de cuivre dans les 20 prochaines années que depuis le début de l'humanité. Évidemment, c'est des ordres de grandeur. Parce qu'on ne sait pas, ce sera peut-être de l'aluminium, ce sera peut-être autre chose. Mais enfin, en termes d'ordre de grandeur, on se rend compte de ce qu'il va nous falloir sortir de terre pour faire face à nos grands scénarios de transition énergétique et écologique, ce qui peut paraître contradictoire. D'abord, le recyclage ne sera pas la réponse à tout, mais c'est une réponse. Il y a, en termes de densité, plus d'or dans votre téléphone portable que dans une mine d'or. Donc oui, il y a un enjeu de recyclage, de récupérer les équipements électroniques en particulier pour les recycler. C'est un enjeu, mais il va falloir sortir de nouvelles ressources. Et donc travailler aussi à de nouvelles façons, à la fois de sortir de terre ces ressources, de les raffiner avec des procédés plus propres. Aujourd'hui, le raffinage comme l'exploitation minière ont un impact majeur sur l'environnement. Pour renouer avec l'enjeu premier que j'évoquais sur l'enjeu de la ressource en eau, à titre d'exemple, 70% des exploitations minières aujourd'hui sont dans des zones de stress hydrique majeur, avec des impacts sur la pollution majeurs. Donc une question qui est extrêmement taboue aujourd'hui, qui est celle de ramener de l'exploitation du raffinage sur notre propre sous-sol, est une question qu'il faut se poser. En parallèle de ça, bien sûr, les enjeux de sobriété me semblent indispensables, mais on n'en prend pas tout à fait le chemin. Sur les usages de l'IA en particulier, qui nécessitent des data centers, qui nécessitent beaucoup d'équipements. Il y a une réalité physique à nos usages numériques. Et tout ça, il me semble indispensable qu'on en prenne conscience. Je reviens peut-être sur les enjeux liés à l'eau, parce que c'était par ça que j'avais commencé. C'était simplement parce que je laissais à Philippe le soin de parler de ce sujet qui lui tient tant à cœur aussi, sur lequel nous avons déjà longuement échangé. S'agissant des eaux souterraines, au BRGM, on travaille très concrètement à des solutions. D'abord, de compréhension du fonctionnement des eaux souterraines, aussi dans un contexte de changement climatique. Je vous invite tous à consulter les études qui ont été menées alors par le BRGM, mais aussi par de grands organismes de recherche français comme l'INRAE. Une étude qui s'appelle Explore 2, qui essaye de projeter à l'horizon 2100 ce que seront les ressources en eau sur notre territoire, enfin, au niveau européen et en particulier sur notre territoire, notamment qui montre que effectivement le territoire français va être affecté de manière diversifiée, entre un sud très affecté par des pénuries d'eau. On commence à le vivre déjà dans les Pyrénées-Orientales. C'est une conséquence directe du changement climatique, du réchauffement, de la remontée de la cellule de Hadley, vous savez, de ce mouvement d'atmosphère qui fait que la sécheresse qui était, ou le climat qui était au Sahara est en train de remonter en Méditerranée. Et puis, plutôt plus d'eau dans le nord de la France, mais qui tombe de manière différenciée, avec des épisodes très, très forts, comme on en a vécu, qui empêchent d'ailleurs la pénétration de l'eau dans les eaux souterraines, puisque c'est une eau qui part du coup directement dans la mer. Et donc, il y a des enjeux aussi de travailler à des solutions très locales, des solutions fondées sur la nature, pour retenir cette eau, peut-être dans des zones humides. On a des expérimentations en cours dans la Garonne en particulier, autour de la Garonne, pour essayer de créer des zones pour retenir l'eau et faire ce qu'on appelle une recharge maîtrisée des nappes pour ralentir le départ vers la mer en particulier. On a aussi des solutions qui sont déjà mises en œuvre dans d'autres pays et qui sont encore au niveau de recherche sur le territoire national, mais on s'inspire évidemment de solutions qui sont mises en œuvre ailleurs, qui sont ce qu'on appelle des barrages souterrains, en tout cas des solutions qui consistent là aussi à ralentir l'écoulement des nappes, parce qu'on imagine toujours qu'une nappe, c'est une espèce de lac souterrain qui reste là, mais pas du tout. C'est évidemment un phénomène dynamique. Et donc travailler sur la compréhension de ce qui se passe sous nos pieds et le ralentissement de ces écoulements est un enjeu important pour la gestion raisonnée de la ressource en eau demain. Merci beaucoup Catherine.
J'étais assez contente que vous nous parliez de solutions fondées sur la nature. D'abord parce que ça permet d'avoir une approche pas simplement économie circulaire quand on parle des ressources, mais aussi parce que ça nous rappelle, comme vous l'avez fait Estelle, toute la connexion au vivant, l'intelligence du vivant, dont il est indispensable qu'on s'inspire. Donc merci pour ça, puis merci pour le reste de votre réponse. Philippe, je vous laisse poursuivre. Oui, volontiers. Alors sur le peut-être rebondir sur la question du recyclage, en fait, donc je pense que le recyclage, il y a vraiment des filières un petit peu différentes. On pourrait dire, on sort des matériaux qu'on va utiliser en millions, dizaines de millions, centaines de millions de tonnes. Et donc là, il y a plutôt des enjeux de volume et ça progresse un peu. On voit effectivement de la réutilisation maintenant de granulats. On voit du plâtre qui réincorpore des plaques de plâtre qu'on trie sur les chantiers. On commence à trier le verre plat. Vous savez que le verre, par exemple, on triait que les bouteilles, on triait pas les fenêtres quand on les jetait sur un chantier. Enfin, des trucs un peu dingues, on découvre comme ça. Et puis il y a des enjeux de trucs qu'on sort plutôt en milliers, en dizaines de milliers, éventuellement en centaines de milliers de tonnes. Donc c'est tous ces métaux un peu rares, effectivement, métaux de l'électrification et de la numérisation, mais pas que. C'est souvent aussi des métaux tout simplement de l'urbanisation et de la motorisation du monde, qui ont tiré leur croissance, la croissance des besoins historiques. Et là, en fait, on en rentre dans un autre enjeu, c'est des volumes beaucoup plus petits, et puis on tombe sur la problématique du mélange, quoi. Donc en fait, assez vite, voilà, hélas, dans une fenêtre en aluminium, il n'y a pas tout à fait que de l'aluminium, il y a aussi quelques petites boules de perlimpinpin. Dans une voiture en acier, il n'y a pas que de l'acier, etc. Et donc on va rentrer dans une logique presque inéluctable. Le pire, c'est dans le numérique, parce que l'or, effectivement, on pourra le récupérer, le cuivre, mais après, il y a plein de métaux, pour le coup. Par exemple, les terres rares, pour prendre un exemple, donc, qui ne sont pas particulièrement rares, mais qu'on a dans un téléphone, c'est moins concentré que dans la croûte terrestre. Voilà. Que dans la croûte terrestre, pas que dans une mine, que dans la croûte terrestre. Alors, comment c'est possible, ce truc-là? C'est qu'en fait, on va aller les chercher à un endroit, on va pour le coup les concentrer très très fort, les purifier, puis après on va les utiliser en toute petite quantité dans un sous-composant. Mais donc, à l'échelle de la taille du téléphone, pour le coup, il n'y a pas assez pour récupérer. Donc il y a beaucoup d'enjeux comme ça. Et en fait, ce que ça ouvre, c'est que pour plus les produits on pourrait dire, sont complexes ou à valeur ajoutée, donc je ne parle pas de la brique ou je ne sais pas quoi, mais plus on va rentrer dans un enjeu qui est plutôt avant d'aller au recyclage, c'est de freiner l'arrivée du recyclage. C'est d'aller vers de la réutilisation, vers du réemploi, vers de la refabrication, ce qu'on appelle en anglais c'est du remanufacturing. Donc l'idée que par exemple des pièces, des composants élémentaires peuvent être réincorporés, et ça marche bien avec l'électronique par exemple, dans des nouveaux matériaux. Alors est-ce qu'il faudra le dire au client ou pas, on réfléchira, mais c'est cette idée-là de dire il y a une performance, il y a un calculateur qui sert je ne sais pas quoi dans une pièce automobile, et en fait finalement en fin de vie on pourrait réutiliser le même calculateur. Alors ça paraît un peu dingue, mais ça commence un peu, on commence à voir des choses comme ça, et ça c'est vraiment important. Et dans le monde du bâtiment, si je fais une petite expression vers les activités de maîtrise d'œuvre et de diverses expertises d'AREP, eh bien, cette question du réemploi, de la réutilisation, pas juste de matériaux, mais vraiment d'équipements. On peut penser à de la plomberie, des chemins de câbles, enfin il y a plein de choses qu'on peut vraiment réutiliser en tant que telles, qui ont déjà été transformées, déjà cuites, qui ont déjà émis leur CO2. Et là, il y a un champ qui se promène. Alors, le problème, c'est que le secteur du bâtiment, c'est plein d'intellos. Bac plus simple, c'est bien écrire plein de trucs. Donc, on parle beaucoup de tout ça depuis peut-être 10 ans. Et après, en vrai, pour passer à la vraie vie, waouh, ça reste un peu dur. On est toujours sur les mêmes chiffres, que je vais être obligé de citer celui-là, parce qu'il n'y a aucune étude qui dit ouais, on doit être à peu près à 1% de réemploi dans le bâtiment. C'est un chiffre qui a été calculé par une petite boîte très sympa qui s'appelle une association qui s'appelle Rotor, dans la banlieue de la Belgique, il y a 10 ans. Et tout le monde continue d'utiliser le même chiffre, parce que de toute façon, on ne sait pas. On sait pas. Alors, on commence à un peu essayer de mesurer projet par projet en disant c'est quoi ton taux de réemploi, et on essaie de faire monter ce truc, mais à l'échelle systémique d'un pays, on n'a pas ça. Mais n'empêche que c'est une voie particulièrement efficace, en fait, c'est-à-dire c'est de réduire la vitesse des cycles. J'ai incorporé des précieuses ressources qui ont coûté très cher à la planète, comment je freine leur arrivée en mode déchet, où finalement ça va quand même mal se passer, parce que c'est l'entropie du monde, donc voilà, on récupère jamais tout, il y aura toujours un peu de perte, ça va avoir un impact environnemental aussi, donc je freine ça et je réduis. Et puis le deuxième levier, c'est évidemment à la source, c'est de dire, si j'ai pas eu besoin de l'utiliser, cette ressource, et j'ai pas eu besoin de l'incorporer,
eh ben, évidemment, c'est encore mieux que que de faire ça de façon plus écolo ou je sais pas quoi. Et donc là, ça ouvre évidemment cette question de la sobriété. Alors la sobriété, moi j'aime bien dire que ça y est, ça s'installe un peu, tout le monde en parle un petit peu, au moins depuis 2022, quoi, depuis la guerre en Ukraine. Hein, ce mot s'est vraiment installé presque dans les politiques publiques, on pourrait dire. Alors avec évidemment des définitions diverses et variées. Et moi, j'aime bien dire que, attention, il y a aussi une sobriété systémique, qui n'est pas juste une sobriété d'efficacité de processus industriels, qui n'est pas juste une sobriété personnelle, familiale, individuelle, qui est de dire je vais prendre mon vélo, je vais manger moins de viande, je ne sais pas quoi, mais qui est une sobriété plus systémique, plus installée, où la puissance publique à différentes échelles, mais je crois qu'on y viendra dans la séquence du coup suivante ou après, va vraiment aider à déployer, à expérimenter d'abord, puis à déployer, à généraliser, à inciter, à bouger tous les paramètres de la politique publique pour effectivement faire cette sobriété. Alors, je vais prendre un exemple dans le bâtiment. Qu'est-ce que ça serait de la sobriété dans le bâtiment? Alors on pourrait dire c'est d'éco-concevoir des bâtiments. Exemple, de dire utiliser moins de produits minéraux, enfin en tout cas de minéraux cuits, donc ciment, briques, etc. et d'utiliser des matériaux crus. Alors le bois, le bâtiment aime bien le bois, mais bon, effectivement, il y en a de moins en moins. C'est pas ce qu'on pensait il y a 10 ans. Effectivement, donc là, ça casse un peu les reins de pas mal pas d'acteurs, mais d'espoir sur cette idée de décarboner le bâtiment à travers le bois. Mais il y a plein d'autres ressources crues que le bois. Il y a le chanvre, il y a la paille, il y a la terre crue. Alors ça fait un peu maison des petits cochons, mais ça marche très très bien en fait. Et ça pourrait, pour toute une série, alors pas pour faire des grands bâtiments et des palais des congrès, mais pour faire des maisons individuelles, du petit collectif, du petit tertiaire, la boulangerie du coin, etc. Tout ça pourrait être construit en terre, quoi. Donc c'est vraiment la filière qui est en train peut-être de monter. C'est peut-être le bois d'aujourd'hui, enfin il y a 10 ans ou 15 ans. Et voilà, je vous incite à regarder ces trucs-là, c'est vraiment intéressant. Bon, et alors la sobriété, avant même de se dire je vais éco-concevoir mon truc, mon petit immeuble en faisant du bois, de la terre, ce que je peux, ou du réemploi, c'est de construire moins en fait. Donc c'est très choquant parce que ça va venir toucher des modèles économiques, en fait, hein, donc, y compris des questions des architectes, des maîtres d'œuvre, des ingénieries, en disant moi je suis payé au pourcentage de ce qui est construit. Alors si je construis moins, que se passe-t-il, quoi? Ça va être la crise pour tout le monde. Non, on va falloir trouver des moyens de valoriser en fait finalement du matériau en grande disponibilité qui est juste l'intellect humain, pour finalement injecter plus de connaissances, de travail, pour construire moins, pour construire mieux, et avec des logiques de réhabilitation, de transformation, d'adaptation. On sait que c'est pénible, hein. En fait, une réhabilitation, vous avez des surprises, des fois des mauvaises surprises, hein. Un banquier, par exemple, si vous achetez une maison ancienne, vous essayez de la réhabiliter, tout ça, peut-être il ne va pas vous prêter, alors qu'il va prêter pour une maison neuve, parce que du coup, il y a moins de risques que vous vous retrouviez avec des factures en plus, quoi. Donc, toute cette logique-là, elle est là. Et pourquoi je prends cet exemple de sobriété systémique? Typiquement, dans la question du logement ou du bâtiment en France, on a plusieurs millions de logements qui sont soit vides, soit sous-occupés. On vide des parties de la France aujourd'hui d'un côté pour aller construire de l'autre et se plaindre qu'il n'y a pas assez de logements pour les étudiants, pour les jeunes actifs, pour les retraités, pour tout ça. Des millions de logements disponibles. Donc c'est des mètres carrés gratos, quoi, pour les ressources et tout, marginaux si vous voulez. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a construit un peu le bâti, le clos couvert, même s'il faut remettre des nouvelles tuiles sur le toit, 90% des émissions de carbone et des ressources sont déjà là, ont déjà été utilisées, même si vous faites une très belle rénovation. Donc il y a un gisement phénoménal ici, mais évidemment, ça implique de réfléchir aux questions d'aménagement du territoire, aux questions de métropolisation, aux questions de réindustrialisation, et de politique industrielle, en disant est-ce que je mets toutes ces nouvelles usines et ces gigafactories dans des bourgs et des villes moyennes comme c'était au 19e siècle, ou est-ce que je les mets en bordure des métropoles, là où il y a les foyers, les possibilités d'employer des gens, etc. Donc ça ouvre plein de choses. Mais voilà, la sobriété systémique, ça peut aller très loin. Ça ouvre des questions de mobilité. Est-ce qu'on veut un monde avec des SUV, chars d'assaut, et donc il faudra sortir effectivement 10 fois plus de lithium, de cobalt, de manganèse, de graphite pour faire ces batteries que pour faire des petits véhicules intermédiaires, des vélos. Alors, tout le monde ne montera pas sur des vélos, mais on peut réfléchir à la taille des voitures, à la puissance des voitures, à l'autonomie des voitures. Évidemment, la question du numérique que pointait aussi Catherine très justement, avec cette espèce de folie de Sam Altman quelque part, qui dit en fait laissez-nous faire l'IA et puis avec l'IA on va régler le changement climatique. On n'a pas encore compris exactement comment,
Est-ce qu'ils attendent l'IA générale de 2040 et le point de singularité de Raymond Kurzweil pour dire on lui posera la question à ce moment-là, que faut-il faire pour régler le problème climatique? Bon, et puis on aura une réponse en 3 points, comme les copies de 3e de ChatGPT. Bon. Ou est-ce qu'effectivement, on se pose des questions de discernement sur le numérique? Ouais, je me demande si on aura des émoticônes sur cette réponse de ChatGPT. Donc, si je résume, si je tente, tu veux rebondir, Isabelle, avant de... Non, ok. J'allais juste dire, finalement, à la question protéger nos ressources pour les générations futures, votre réponse est de dire qu'à la fois, il y a une réponse de l'ordre de l'efficacité dans l'utilisation de nos ressources par l'allongement de la durée d'usage. Et en parallèle de ça, il y a la question de la sobriété, c'est-à-dire ne pas utiliser ces ressources. Si je synthétise très vulgairement votre propos. Ou intensifier l'usage de ce qu'on a. Ouais. Ça peut être l'usage des objets, l'usage des bâtiments. On construit un truc. Est-ce que c'est la fameuse perceuse qui sert 3 minutes par an ou qu'on se prête ou qu'on partage? Et ça peut être vrai pour des voitures, pour des logements, pour plein de choses. Oui. Donc changer les usages pour aller vers plus de sobriété dans l'utilisation des ressources. Juste puisque vous nous avez lancé sur la sobriété, j'ai oublié de faire la minute pub Auré, mais on a aussi sorti un guide suite à la guerre en Ukraine hein, et soutenu par le ministère de la Transition écologique. On est allé interroger une 50aine d'entreprises sur leurs pratiques de sobriété et on en a sorti une méthodologie très concrète, point par point, pour dire comment, en tant qu'organisation, vous pouvez vous approprier cette question de la sobriété. Donc, je vous invite, en complément du guide PE, à aller consulter cette ressource également sur le site d'Auré. Pour poursuivre, donc on a parlé de solutions. Comme je le disais, et comme ça a déjà été évoqué, on est bien sur des enjeux qui sont systémiques. Et à titre personnel, je suis convaincue qu'on ne pourra pas s'en sortir sans repenser nos modes de coopération. Donc pour moi, là, on va aborder à la fois une phase de parole qui est relativement complexe de nouveau, qui est assez stratégique, puisqu'il s'agit de pas juste poser une intention naïve et bisounours sur ces questions. C'est évidemment pas ça ce que je vous demande. Mais bon, voilà. En tout cas, il y a cette nécessité de trouver des nouveaux modèles de coopération. Donc, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce que vous connaissez comme modèle de coopération qui fonctionne entre secteur public, secteur privé, entreprises, territoires, sciences, société civile? Comment est-ce qu'on peut dépasser les freins qu'on connaît bien, qui sont à la fois des freins culturels, juridiques, économiques? Qu'est-ce que ça nécessite en termes de changement de posture individuelle? Parce qu'en fait, on n'est pas éduqué à coopérer. Et donc, pas que. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous partager en termes de coopération? Je vais laisser François commencer. Alors, je reviens à cette appréhension que peuvent avoir les forestiers qui dépassent les forestiers, qu'on a devant nous la probabilité très forte d'accumulation, de répétition de crises qu'il va falloir surmonter. Et on comporte la conviction à l'ONF que pour surmonter ces crises-là, ça ne sera pas la condition suffisante, mais il est indispensable de renforcer ces coopérations, de renforcer les fonctionnements en communauté d'intérêt, parce que tout simplement, c'est le retour d'expérience de la gestion de crises récentes, notamment sur les incendies qu'on a pu vivre cet été dans l'Aude et les exercices précédents dans les Landes. On gère d'autant mieux une crise que les acteurs se connaissent, se pratiquent et se mettent plus rapidement en mouvement pour surmonter. Voilà. Donc la coopération, c'est une condition de la résilience future face aux crises. À l'ONF, on a 3 axes forts de coopération à renforcer. Il y a le sujet du rapport à la science et aux organismes de recherche. Nous, on est un opérateur opérationnel qui gère les forêts.
On a mis en place un département recherche et développement innovation pour faire l'interface avec le domaine de la recherche. Parce que face à cette accélération des incertitudes, il nous faut des solutions. Une partie des solutions viendront de la science et du progrès technique. Et on a beaucoup d'attentes pour que la science produise des résultats. On a beaucoup de questions, notamment autour par exemple, du rôle de la forêt dans le cycle de l'eau aujourd'hui. C'est un sujet qui a été insuffisamment investigué par la recherche, alors qu'elle est assez centrale. On sait que la forêt joue un rôle de château d'eau, de filtration, mais la forêt, elle a besoin de retenir l'eau aussi pour sa survie, notamment dans le compartiment des sols où se situe la réserve utile pour que la forêt puisse fonctionner, faire sa photosynthèse et surmonter les phases de sécheresse. Et donc, on a besoin de renforcer la coopération avec le monde scientifique. Pour cela, on met en place des unités communes de recherche avec l'INRAE, par exemple. Et donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième axe, c'est la coopération avec la société civile. Pendant très longtemps, les forestiers, comme beaucoup de communautés un peu techniques, ont considéré qu'ils pouvaient gérer leurs sujets dans leur coin, dans leur forêt. Et on a eu culturellement cette tendance à sortir des lisières pour dialoguer. Aujourd'hui, on voit bien que d'une part, la forêt, c'est un sujet de mobilisation collective qui intéresse la société, et à raison, et que les modes de gestion, ils doivent être expliqués, partagés, concertés. Donc on a un enjeu majeur de renforcer le dialogue, parce que ce n'est pas culturel, rapidement, avec la société, pour appréhender collectivement les difficultés auxquelles les professionnels sont confrontés. Et donc on a, au-delà de la participation, on a ouvert notre conseil d'administration aux ONG avec une présence de France Nature Environnement. On a, depuis 2 ans, mis en place un grand round de concertation avec une vingtaine d'ONG pour partager nos orientations, notamment de gestion adaptative. Et pour nous, la concertation, la coopération, elle se noue aussi dans les territoires. Quand on travaille sur un objet qui est par définition territoriale, eh bien le sujet, c'est d'arriver à faire vivre une concertation, une coopération. Ce n'est pas forcément simple, parce que la forêt, c'est souvent aussi sujet à différentes controverses, avec des schémas de pensée ou des croyances, comme on l'a dit, des croyances qui animent les positions. Et donc c'est important, on arrive à faire vivre cette coopération sur le terrain, dans des comités de massif. Donc on s'est attaché à développer plus de 200 comités de massif dans des forêts, notamment des forêts emblématiques, pour faire vivre cette coopération. Et je terminerai par la coopération filière. Ce qui me permet de compléter ce que disait Philippe là, sur la disponibilité en bois pour la construction. Non, j'ai dit que la disponibilité de la ressource forestière, elle était finie, elle était fragile, et qu'il fallait envisager son exploitation plus que jamais, de façon attentive, durable, etc. On a suffisamment de ressources bois, compris en France, pour satisfaire les besoins de la construction. Le sujet, c'est la priorisation, ce qu'on appelle le respect de la hiérarchie des usages. Moi, ce que je dis, c'est que je ne suis pas sûr, ça fait partie des sujets en débat sur les bouclages, biomasse, qu'on ait suffisamment de ressources pour satisfaire et la construction, qui, de mon point de vue, pour le forestier, est prioritaire. Nous sommes très fiers d'avoir contribué à reconstruire la charpente de la cathédrale Notre-Dame, ou d'approvisionner des projets de Vinci, de construction bois. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait la disponibilité de satisfaire ce besoin, qui pour nous est prioritaire, parce que ça permet de stocker du carbone et de prolonger la durée de vie des arbres, pour parfois des siècles. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait la disponibilité pour faire du kérosène vert, de la cogénération. Voilà. Donc il y a et ça, derrière, il y a un enjeu de coopération filière, parce qu'il faut qu'une filière elle fonctionne, et donc on souhaite développer des liens de coopération, ce qui n'est pas non plus l'habitude de la filière forêt-bois en France. On a une filière qui était assez éclatée, assez partialisée, et donc on s'attache à développer des liens de coopération avec l'amont de la filière, avec tous les gens, les entreprises qui font l'exploitation, qui entretiennent les forêts, dans le cadre du développement de contrats pluriannuels pour sécuriser ces acteurs, leur donner de la visibilité, travailler avec eux sur les cahiers des charges, les faire monter en exigences environnementales, et avec l'aval, avec les clients, avec les sieurs,
pour garantir leur approvisionnement. Ça, c'est un enjeu de souveraineté, que le bois qui sort des forêts françaises, il aille alimenter des scieries françaises plutôt que de partir je ne sais où et faire des milliers de kilomètres pour nous revenir en parquet. Voilà. Et donc, c'est la contractualisation qu'on essaie de pousser à fond sur du pluriannuel pour créer des liens de solidarité entre les acteurs. Et cette contractualisation, elle a une vertu, c'est qu'elle nous permet, en phase de crise, de gérer au sein de la chaîne de valeur la situation de crise. Quand depuis 5 ans, on a l'explosion de bois de crise dans le quart nord-est, en Grand Est ou en Bourgogne-Franche-Comté, avec ces petits insectes qui mangent tous les épicéas et qui les font mourir, y compris, et pas que dans des plantations post-années 60, mais dans des forêts naturelles du Haut-Jura. Aujourd'hui, tous les types de forêts sont affectés. Eh bien, on arrive à mobiliser la filière pour sauver, assurer le sauvetage de la valeur de ces arbres grâce à ces systèmes de contractualisation. Et par ailleurs, cette coopération filière qu'on essaie d'impulser à notre modeste place, là, d'opérateur public, eh bien, elle nous permet d'envisager de mettre en place de la traçabilité aussi, qui est une attente forte et du consommateur, qui nous permettra aussi de nous mettre en conformité avec des règlements comme le règlement de déforestation de l'Union européenne, même s'il a été temporairement reporté, mais on s'était préparé pour la mise en place au 1er janvier à l'ONF. Eh bien, cette coopération filière, elle permet de mieux gérer les crises, de mieux les surmonter et de valoriser au mieux le bois, y compris le bois de crise, pour le secteur de la construction. Ok, merci. Donc, vous m'avez aussi fait un petit plaidoyer pour la coopération. C'est parfait. Philippe, je vous vois prendre votre micro. Ouais, c'était pour ne pas passer en dernier à chaque fois. Mais ça me va très bien aussi. Oui, alors moi, je ne voulais pas forcément donner trop d'exemples. Je suis assez d'accord que, par définition, tous les sujets, pour faire avancer ces belles questions, sont collectifs. Soit, effectivement, on est sur des filières, soit on est en mode projet avec différents types d'acteurs, soit il faut avoir les utilisateurs à bord parce que utilisateurs, parties prenantes, fournisseurs, clients, etc., etc. Donc c'est sûr que ça passe forcément par le collectif. Alors pour se rassurer, je voulais juste faire une minute anthropologique, voilà, enfin anthropologique, je sais pas, ou poétique, en invoquant Lewis Mumford, qui était un grand historien des techniques et de l'urbanisme américain, et qui avait une théorie assez sympa, je trouve, c'était que l'être humain n'était pas innovateur par nature. C'était l'idée, là on est un peu dans la Startup Nation, même si elle se termine là, mais un peu de dire on est tous innovants, etc., on va trouver des trucs, etc. Alors ça ne dit pas qu'il ne faut pas faire de la recherche et tout, hein, bien sûr, mais c'est l'idée que chacun personnellement, moi je ne me lève pas le matin en disant tiens je vais innover, qu'est-ce que je vais faire de nous. C'est très difficile en fait de faire ça. Et lui il avait une théorie assez sympa, pas du tout prouvée, hein, mais qui était un peu darwinienne, donc j'aime bien, qui était le fait de dire en fait les petites troupes de chasseurs-cueilleurs, ils ont été sélectionnés sur leur capacité à imiter et pas sur leur capacité à innover. Parce qu'en fait, quand ils n'étaient pas nombreux et puis que de temps en temps il y avait des glaciations, tout ça, bon, à la fin, il fallait quand même préserver. C'était plus important de préserver un fragile patrimoine technique et un patrimoine culturel, quoi. Où sont les animaux, tout ça, comment on les chasse, où est-ce qu'on cueille quoi, je sais pas. Et donc voilà, finalement, celui qui innovait en tapant sur le silex, pas tout à fait comme d'habitude, il se faisait chasser, je sais pas, ou enfin, en tout cas, il se reproduisait pas. Et donc, d'un point de vue darwinien, ça fait qu'en fait, on est des coopérateurs et des imitateurs nés, et pas des innovateurs. Alors, ça n'empêche pas qu'une fois sur 1000, il y en a un qui est innovant, c'est super, et là, tout le monde l'imite. C'est d'ailleurs sur ça que joue la publicité, la pression consumériste, les réseaux sociaux, sur notre capacité, en fait, à imiter. Et je pense que ça, on peut vraiment utiliser, parce que la question, c'est effectivement, il y a des expérimentations à lancer, etc., des choses à faire, mais on a un souci de généralisation. Et on le disait tout à l'heure, c'est vraiment un souci de passage à l'échelle. Et en fait, on a déjà plein de trucs, en fait. Enfin, techniquement, socialement, culturellement, on a à peu près la boîte à outils nécessaire pour avancer, d'une certaine manière, avancer concrètement. Et ça empêche. Donc on aura des belles surprises sur, je sais pas quoi, la manière de recycler tel truc, de s'adapter sur telle chose, bien sûr. Et on peut compter sur ça, il ne faut pas compter que sur ça, mais on a déjà plein de choses à disposition. Et en fait, du coup, il faut jouer sur cette capacité à imiter et à se rendre jaloux les uns les autres, en fait. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, le truc, c'est que non seulement on imite, mais on est contraint par la rivalité mimétique. Hein. Je ne désire rien, je ne désire que ce que désirent les autres. Hein. Et donc ça, nous, on essaye un peu de jouer là-dessus, en fait, avec l'idée de dire,
Évidemment, faire différemment, c'est prendre des risques, etc. Alors d'abord, c'est sur quel type de risque on prend. Est-ce qu'on le fait sur des grands projets, sur des petits projets? Des fois, on le dit, on va le faire sur un petit projet, c'est plus simple, il y aura moins de pression, il y aura moins d'inquiétude. Et après, du coup, on joue sur ça et on essaye d'imiter. Je pense que cette idée-là, elle marche aussi un peu sur la course en avant, un peu technologique. Et puis, je sais pas, tout le monde voulait son Hyperloop, Limoges, Toulouse, tout le monde voulait son Fab Lab avec des imprimantes 3D, Rennes, Nantes. Mais ça peut marcher aussi en le mettant au service de nouveaux modèles de transition, effectivement, territoriale. Ok, merci pour cette minute anthropologique. Ce n'était pas prévu au programme, c'est parfait. Isabelle. Oui, parce que j'ai à la fois envie de répondre à la question et de rebondir sur plein de points. Mais au-delà ça permet d'illustrer à la fois la coopération et le sujet des solutions, et d'ailleurs du changement d'échelle, parce qu'on a besoin de tout ça. Complètement d'accord sur l'approche filière. Hein. Nous, chez Vinci, on a à la fois besoin de bois et à la fois besoin de biocarburants pour tout un tas d'usages. Et donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? C'est aller voir l'ONF et on s'est rencontrés, on a parlé. Et de même, criticité des matériaux. L'électrification, hein, c'est un des gros volets d'activité de développement de Vinci, hein, notamment par les activités énergie. En gros, le monde étant fini, jusqu'à quel point notre stratégie peut s'écrouler parce qu'un jour, on n'a plus accès géopolitiquement, environnementalement, socialement, etc., à telle et telle ressource. Donc, on était aussi avec le BRGM autour de la table. Et je pense que sur la collaboration, j'ai envie de reprendre en rebondissant sur le côté sobriété foncière. Par exemple, recyclage urbain. C'est un des concepts, on en a fait quand même un objectif stratégique pour notre promoteur immobilier du groupe qui s'appelle Vinci Immobilier, en disant il faut que notre chiffre d'affaires soit à 50% basé sur du recyclage urbain. Donc on va aller chercher du foncier déjà existant et le redévelopper. Là où la collaboration intervient, c'est de se dire on va raisonner non pas projet à projet, mais en portefeuille de projet. Et donc, on a commencé par acquérir en fait un fonds, alors on n'était pas tout seul, hein, mais d'à peu près 50 friches industrielles. Et il y a des zones géographiques dans lesquelles le développement immobilier est hyper porteur économiquement, etc. Et d'autres où ce n'est pas le cas. Et on applique en plus le ZAN, zéro artificialisation nette. On a un objectif à 2030 dans cette partie-là. Donc c'est de se dire, au global, il y a des opérations qui peuvent nous donner des puits de nature. On va renaturer, redonner, désartificialiser sur certaines opérations. Économiquement, ce n'est pas la panacée. Hein. Mais par contre, effectivement, de raisonner en portefeuille, ça veut dire que ça va être compensé économiquement par d'autres opérations sur lesquelles, là, on densifie, on fait du mètre carré et on va plus loin. Et c'est déjà la collaboration interne, hein, de se dire, voilà, d'une région à l'autre, etc., on raisonne en portefeuille de projet et non plus individuellement. Il y a plein d'autres exemples, mais je trouve que c'était intéressant là-dessus. L'autre bon, c'est par rapport au réemploi. Parce qu'effectivement, le réemploi, on a peut-être dépassé 1% pour être à 1,5 ou à 2, mais on n'est pas du tout encore massivement effectivement, sur des réemplois. Et pour le coup, on a pris le sujet par plein de bouts différents depuis un peu plus de 6 ans que je suis dans le groupe. Et on a commencé à trouver par le lien humain, en fait, et la collaboration, là encore, entre individus. Et on a développé, vous voyez, des plateformes de place en se disant, voilà, il y a un outil qui va nous dire qu'est-ce que j'ai comme équipement matériaux à tel endroit, un autre qui dira qu'est-ce que j'ai. Et ça n'a pas super bien marché parce que ça foisonne d'outils différents. Donc à la fin, si aucun n'est exhaustif, ça ne marche pas bien. Et il y a à peu près 1 an et demi, on a des collaborateurs du groupe qui ont dit mais c'est quand même trop stupide. On a des déconstructeurs dans le groupe, donc ceux qui curent les bâtiments, qui ont des matériaux, qui ont des équipements, donc qui sont capables de récupérer le chemin de câble, etc. On a des constructeurs et voilà ceux qui posent les équipements, si je suis encore sur les chemins de câble. Et puis on a même de la logistique. Donc en fait, on a un entrepôt, on a de l'espace, donc commençons. Et on a commencé petit par certaines filières, donc effectivement le chemin de câble que tu as cité tout à l'heure. Hier, j'étais ravie de croiser un des collaborateurs du groupe qui me dit « Isabelle, on est à 50 km de câble. C'est bon, câble de réemploi, 50 km réalisés. » Donc c'était plus dur parce que le chemin de câble, ok, on le remet droit, etc. Il y a peu de remise en forme pour le mettre dans le circuit. Le câble, faut s'assurer qu'effectivement, techniquement, il va être aussi bon que le vrai, en fait. Et donc, voilà, il y a un petit peu plus de contraintes techniques. Et on l'a fait comme ça. Donc aujourd'hui, en Ile-de-France, on a 14 filières de réemploi qui fonctionnent, franchement, où on a mis les acteurs. Et chacun a raisonné à chaque fois sur son propre modèle économique.
C'est-à-dire, on ne fait pas ça uniquement pour sauver la planète, etc., même si tous, on a très, très envie d'avancer là-dessus et très fortement, mais chacun a mis ses limites en disant bah, attends, moi, voilà, si j'arrive pas à vendre ma partie de location dans mon entrepôt logistique aux autres à qui ça va servir, ça ne marchera pas. Donc, le modèle économique fonctionne. Et là, on est en train aujourd'hui de à la fois l'étendre, c'est-à-dire d'aller explorer d'autres filières, donc des nouveaux équipements, des nouveaux matériaux, et puis à changer de région. Et là, alors, je suis complètement d'accord sur le copier-coller. C'est un de mes mots-clés en interne. J'arrête pas de dire en environnement, il faut qu'on soit copié, il faut qu'on se fasse copier par d'autres. Et ce qui est assez magique dès qu'on ouvre cette porte du copier-coller, c'est qu'en général, on a envie de faire mieux que les autres. Enfin, moi, ça marche bien dans le groupe. Donc, l'émulation, elle est plutôt positive. C'est de dire, ah, OK, on a un collègue qui a fait un truc super bien à un endroit. Ben, moi, voilà, je vais le reprendre, mais ça va être vachement mieux parce que je mets d'autres partenaires. Voilà. Et puis, dernier point sur la collaboration, parce que public-privé, c'est important. On n'est plus dans le monde, là, dans la vieille France, la vieille Europe, où il faut faire des partenariats pour construire des nouvelles infrastructures. Oui, le bâti, il est déjà existant. Par contre, il faut l'adapter. Et donc, le partenariat alors, que ce soit rénovation massive sur le bâti, que ce soit adapté au changement climatique, aux enjeux de l'eau, etc. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on regarde. On n'a pas le temps, il y a des problèmes de financement, c'est-à-dire que l'adaptation, on sait qu'il faudrait investir maintenant et que ça coûterait à peu près 10 fois moins cher que de se prendre le coût des dommages. Voilà. Donc là, on souhaite plancher sur ce sujet-là, public-privé, etc. Et avec une question de gouvernance qui va se poser très vite. Parce qu'au final, l'infrastructure typiquement linéaire, une route, une rail, etc., elle traverse des territoires, elle traverse des bassins versants. Si on prend l'eau, c'est pas simple. Il faut déjà mettre les bons acteurs du bassin versant autour de la table. Et on est un peu fragmenté sur ces enjeux-là, pas que en France d'ailleurs. Mais donc c'est bien à cette échelle-là de décision territoriale qu'il faut que se joue la collaboration. Et donc peu importe si les acteurs sont privés, publics, etc. Donc je pense que c'est un champ de nouveaux modèles économiques hybrides sur lequel il faut qu'on planche très très vite. Je trouve ça intéressant que vous soyez deux à nous rappeler que la coopération, elle est avant tout territoriale. Catherine, si je veux dire coopération, vous me dites territoriale, c'est ça ? Oui, alors d'abord, ça m'amène plusieurs réflexions qui ne sont pas toutes d'ordre territorial, mais on agit là où on peut agir aussi. Je crois que merci pour cette question de la coopération, elle est très fondamentale. Elle est fondamentale à un niveau international. On n'y est pas. Dans un moment, on a des superpuissances qui ne prônent pas la coopération, bien au contraire, et c'est très inquiétant pour le monde et pour l'état du monde. Elle est au niveau européen. On parle beaucoup de coopération européenne, mais a-t-elle été pensée ? On a beaucoup pensé la politique de la concurrence, mais on n'a pas beaucoup pensé une politique de la coopération. Et je crois que c'est un véritable enjeu politique aujourd'hui au niveau européen, sur plein d'enjeux, ceux du climat, ceux de la politique industrielle, de la protection aussi, de notre souveraineté européenne. L'enjeu de la coopération est fondamental et, de mon point de vue, un impensé de la politique européenne. Bon, elle est vraie au niveau national, mais ça, on n'en parle pas. Sur nos capacités à coopérer ou à co-construire, on aurait beaucoup à dire, mais ce n'est pas le sujet de cette table ronde. Alors moi, j'en viens au niveau territorial, parce que c'est là que nous, on peut agir, ou en tout cas, c'est là où on essaye d'agir. D'abord parce que nous, au BRGM, on a été confrontés à beaucoup de violences, de la science qu'on peut proposer ou des solutions qu'on peut proposer, avec même des experts qui ont été pris à partie sur un certain nombre d'expertises, notamment sur les enjeux liés à l'eau, parce que combats plus globaux, mais ils ont été pris à partie eux-mêmes sur une expertise qu'ils avaient rendue sur la gestion de la ressource en eau, notamment dans le cadre de la bassine de Sainte-Soline. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est beaucoup interrogé sur notre manière de faire la science. Et on a un certain nombre d'initiatives, alors pas seulement de raconter la science, mais de faire la science avec le territoire, avec les acteurs du territoire, avec leur compréhension des enjeux du territoire, dans la question même, dans la problématisation de la question qu'on faisait un peu en chambre. Aujourd'hui, on essaye de le faire avec les acteurs du territoire. On a des expérimentations en cours dans les Landes, dans les Pyrénées-Orientales que j'évoquais, mais aussi au Maroc, où avec les acteurs de terrain, non seulement on s'est posé ensemble les bonnes questions, et en même temps, on a essayé, c'est très vrai dans l'expérience qui a été réalisée par des hydrogéologues au Maroc, on a essayé d'incorporer dans nos propres connaissances et données
les connaissances des acteurs du territoire, la sagesse quelque part et la connaissance de la terre, de son fonctionnement, du fonctionnement, s'agissant des eaux souterraines, des sources. Et c'est quelque chose de très nouveau pour nous que d'incorporer aussi cette connaissance ancestrale finalement aux connaissances du fonctionnement de la terre, qui n'est pas uniquement celle des scientifiques. Le savoir n'est pas que le fait des scientifiques. Et je crois que dans cette violence vis-à-vis des scientifiques, ce n'est pas une violence vis-à-vis de la science en général, mais vraiment de la posture de sachants un peu qui pouvaient arriver en essayant d'expliquer, d'apporter des modèles mathématiques, etc., qui ont leurs limites, parce qu'ils comportent des hypothèses, qu'ils font des choix d'indicateurs et des choix de modèles. Et donc, dans la construction même de ces choix scientifiques, d'indicateurs, de modèles, on essaye de plus en plus d'inclure des citoyens, des sachants du territoire. Et ça permet ensemble de construire des solutions d'adaptation, des solutions, en tout cas des solutions adaptées aux véritables enjeux du territoire. Et je crois que c'est pour nous, scientifiques, un enjeu majeur d'aujourd'hui, dans un moment aussi où, par ailleurs, la science est très attaquée sur la connaissance qu'elle peut apporter, ou l'éclairage qu'elle peut apporter sur la réalité du monde. Mais on doit aussi nous-mêmes nous réinterroger sur notre pratique de la science et descendre, je dirais, dans la cité, ouvrir les portes de nos laboratoires et de nos institutions pour que la science continue à éclairer le monde et continue à être le fondement de nos démocraties. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 4 minutes. Je vous propose de prendre 1 minute chacun pour me dire, avec une baguette magique, qu'est-ce que vous préconisez pour qu'on change d'échelle? Parce qu'on a parlé solutions, on a parlé coopération. L'idée, c'est de se dire comment on fait pour que ça marche et que ça change d'échelle. Catherine, je vous relance. En 1 minute, donc je vais poursuivre sur ce que j'étais en train de dire. On était sur les héritages en péril. Et je terminerai sur une chose. Pour moi, aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, ou l'héritage le plus en péril, c'est l'héritage des savoirs. Et nous devons lutter tous là où nous sommes pour continuer à transmettre les savoirs, les connaissances, quand d'autres pays, d'autres puissances essayent de les effacer, de les ignorer. Et cet héritage-là, collectif, qu'on a construit ensemble, de ces connaissances, de ces sagesses, on doit poursuivre cette transmission, et cette transmission aux générations futures. François. Moi, je pense que pour changer d'échelle et pour préserver les ressources naturelles ou non, il y a un enjeu on peut se demander si le facteur limitant sont les moyens. Souvent, on dit il y a la question de financement, de moyens, effectivement. Mais d'expérience récente, on a été amené à passer à l'échelle sur une politique publique que j'évoquais tout à l'heure, celle de la prévention des incendies. Eh bien, en fait, le facteur limitant, il se situe au niveau des ressources humaines. Et donc, il y a un élément fondamental pour passer à l'échelle, c'est dans le prolongement des savoirs, de s'assurer de la disponibilité en compétences. Et dans notre secteur, on a ce sujet de réinvestir dans la formation et dans les compétences pour être en mesure, en s'appuyant sur ces ressources, de changer d'échelle. Et ce qu'on a essayé de faire sur la prévention des incendies, où en 2 ans, post-2022, on a étendu une politique éprouvée sur le bassin méditerranéen, sur l'ensemble du territoire national, plutôt bien fonctionné, mais un des facteurs limitants, c'était moins les financements publics, même si on sait que les financements publics, ils sont rares, c'était la mobilisation des compétences et des ressources. Donc investissons dans la formation et dans le développement des compétences pour nous permettre de surmonter ces défis. Ok, merci. Philippe, peut-être, parce que comme ça... C'est bien que je passe pas en dernier, parce que moi je suis pas sûr de tenir la minute, du coup ça laissera Isabelle déborder, et désolé. Non, je plaisante, mais d'abord j'aurais envie de dire un récit quand même, un récit. En fait, là, parce que là on est peut-être à pro durable, tout le monde est convaincu, là, les ressources, machin, mais en fait, à l'échelle mondiale, l'incroyable puissance du récit cornucopien, de l'abondance par le progrès technologique, et même sur la question finalement des pollutions généralisées qu'on évoquait en début de table. Il y aura des nanorobots dépollueurs, il y aura des bactéries modifiées qui mangeront les méchants PFAS, etc. Donc, il y a toujours, en théorie, il y a toujours une solution, on rase toujours gratis après-demain. Donc, il faut un récit qui accroche sur des questions d'emploi local, de résilience. Il y a 1000 choses à aller chercher, mais
pour que la transition, pour de vrai, généralisée, ça soit tout de suite et que ce n'est pas le bonheur pour après-demain. Première chose. Et puis, alors, deuxième chose, pour moi, c'est juste de mentionner que voilà, la question, donc on peut coopérer, on peut faire plein de choses dans l'état du existant. De toute façon, il faut continuer à avancer, même si ça patine un peu à gauche à droite à l'échelle nationale, européenne ou mondiale. Il y a des terrains de jeu déjà. Avançons sur ça. Mais à un moment, le volet réglementaire, normatif, fiscal, etc., enfin, ce que c'est même prescriptif de la puissance publique, enfin, est incontournable. L'exemple des chemins de câble, alors j'ai appris un truc, moi, ils avaient incroyable. Donc, effectivement, en fait, même les chemins de câble, c'est difficile. Mes équipes m'ont raconté qu'en fait, parce que comme c'est pas les mêmes tailles, en fait, il faut mettre plus de vis. Plus de vis égale plus de main-d'œuvre, égale plus de temps à passer, égale plus cher. Même si le truc est gratos, enfin, c'est dingue. Donc il y a quand même des questions sur c'est quoi la TVA différenciée, c'est quoi peut-être des taxes quelque part sur le préleveur-payeur, je ne sais pas, pour préserver les ressources en amont et au contraire permettre cette réparabilité, cette maintenabilité, changer ce monde de dingue où le tramway dure 40 ans, le métro dure 40 ans, mais l'aspirateur dure 5 ans, et ça on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc il faudra aller chercher ça. On ne peut pas faire l'agriculture de demain sans protéger nos paysans avec des. Alors c'est pas forcément des taxes, hein, mais c'est des normes. Voilà, ça t'appelle pas ça une cerise parce que tu n'as pas mis la même chose que la cerise française. Voilà, tous ces débats qu'on voit revenir, c'est parce qu'on n'est pas capable de trouver une échelle où on se protège un peu. Et donc c'est incontournable. La réglementation. Isabelle. Moi, je vous remercie déjà de rester jusqu'à ce petit débordement. Non. J'essaie d'utiliser 2 mouvements de balancier. Un, c'est la dynamique des points sur la carte. Il faut que tout le monde s'y mette le plus possible. Et donc, par exemple, nous, chez Vinci, chaque année, on a le 22 septembre, notre journée de l'environnement. On prend tout le monde là où il en est et chacun fait un petit pas. Et on l'appelle santé, économie, compétitivité, bas carbone si on a envie, peu importe. Mais en fait, voilà, il faut déployer massivement, à la limite, quelle que soit la qualité de ce qu'on est en train de déployer. Il faut rendre possible la transition, les solutions, copier-coller, etc. L'autre, c'est l'impact au centre. Donc en fait, on a lancé par exemple à 2 reprises un prix de l'environnement interne à 3 ans d'intervalle. Donc la première était vraiment dynamique du changement, allez-y. Donc on a 3000 bonnes pratiques et solutions qui sont sorties, c'est massif. La deuxième, on a dit non mais là on va chercher de l'impact. Donc moi il y a 6 défis environnementaux sur lesquels on va répondre et c'est pas n'importe lesquels. Il n'y a pas que du bas carbone, il y a la renaturation, il y a de l'eau, il y a le sujet des ressources effectivement minérales et par contre tout le monde, vous me faites à minima un bilan carbone en qualitatif de l'impact, etc. Et on a eu 1000 candidatures, on en a sorti 300. C'est-à-dire 300, on dit non là vous êtes du niveau bonne pratique en fait, donc ça répond pas à l'impact. Et c'est pas des choses qu'on peut faire totalement en même temps. Hein. C'est-à-dire que je vais utiliser ce balancier. C'est-à-dire il y a des moments où on va faire foisonner, on va en vertical, il faut élargir la base et tout le monde passe le plus possible à l'action. Et il y a des moments où on dit là on se concentre maintenant. Voilà, béton bas carbone. On est passé à 70% de béton bas carbone en France avec une gamme de produits. Il y a du bas, du très bas, du ultra bas carbone. Et bien maintenant, ok, on monte le là sur l'ultra bas carbone. Comme on suit là, on fait une percée spécifiquement en verticale pour obtenir aussi des résultats en impact du coup économique et environnemental, évidemment. Donc voilà, si ça peut vous aider à continuer à déployer, parce que clairement, le changement d'échelle, c'est la clé. Les solutions, elles sont bien à notre portée. Merci beaucoup à tous les 4. Alors moi, je voudrais juste conclure en disant que... on n'a pas fait le tour de la question, évidemment. Dans un monde où les ressources matérielles seront de plus en plus limitées, il y a certaines ressources immatérielles qui, plus on les utilise, plus elles se multiplient. Il s'agit de la coopération, de la confiance, des sciences. Et donc voilà, je voulais finir avec cette ouverture et puis vous remercier chacune pour vos témoignages.